Bonjour à toutes et tous. À l'occasion de la 28e édition d'Octobre Rose, la CPTS Nord-Essonne a, avec ses partenaires, mis en place une campagne de prévention, de sensibilisation et de formation au travers de webinaires afin d'aborder ensemble les nouveautés en santé de la femme, en santé sexuelle ainsi que les rappels indispensables. Vous écoutez actuellement le replay du webinaire sur le cancer du sein et la mammographie de dépistage, animé par le docteur Bernoux, médecin référent régional au Centre régional de coordination des dépistages des cancers, le CRCDC, et le docteur Cohen, radiologue et deuxième lecteur au CRCDC. Bonne Très écoute. bien. Merci donc de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler du dépistage organisé des cancers du sein sur la partie vue côté CRCDC organisationnel. Voilà, le docteur Michael Cohen vous parlera plus de la partie point de vue du radiologue. Alors, juste en commençant, je voulais quand même vous présenter le CRCDC, rapidement, qui est une nouvelle structure qui est apparue en 2019. En fait, jusqu'en 2019, il y avait des structures départementales. Donc, dans l'Essonne, c'était la DMC, mais chaque structure 91, chaque département avait son libellé. Et donc en 2019, suite à un arrêté gouvernemental demandant aux structures départementales de se regrouper en régions, ont été créés les CRCDC et donc le CRCDC d'Île-de-France. Le plus simple, c'est de dire dépistage des cancers, centre de coordination de dépistage des cancers pour comprendre ce que ça veut dire. Donc en fait, en gros, les campagnes de dépistage organisées des 3 cancers sein, colorectal et col de l'utérus sont organisées avec un pilotage national fait par la Direction générale de la santé et l'Institut national du cancer, qui publie le cahier des charges, mais qui également fournissent tout ce qui est documents de communication, campagne nationale, les différents éléments, fiches d'interprétation et voilà, les modèles d'invitation, etc. Donc voilà, pour avoir une homogénéité nationale. Les CRCDC donc, sont les opérateurs régionaux et il y a un financement public qui est réalisé à la fois par l'ARS, l'assurance maladie et puis certains départements, dont le département de l'Essonne qui continue à financer cette campagne. Et donc, les CRCDC sont les opérateurs régionaux et nous avons également une remontée des données d'activité à réaliser tous les 2 ans par dépistage à Santé publique France pour une évaluation épidémiologique et une production d'indicateurs nationaux qui permettent de piloter la campagne au niveau national. Et voilà. Donc, en gros, le CRCDC, c'est Île-de-France, c'est un siège à Paris avec un président, une directrice administrative régionale et différentes personnes qui sont responsables des missions support administratives, un directeur médical régional, le docteur Jérôme Nicolet, des médecins référents pour chacun des dépistages, et puis les sites qui étaient les anciennes structures de dépistage, donc qui sont pilotés par un médecin coordonnateur et avec une équipe territoriale faite de cadres de santé, éventuellement une sage-femme, des chargés de suivi, des chargés de prévention et des secrétaires. Voilà. Alors, pour le dépistage du cancer du sein, donc, je vous rappelle quelques chiffres d'incidence. Donc, c'est le premier cancer chez la femme, la première cause de décès par cancer chez la femme. L'âge médian au diagnostic est de 63 ans, l'âge médian au décès 74 ans. Il y a une bonne survie puisque la survie nette standardisée à 5 ans est de 87%, à 10 ans elle est un peu moins bonne à 76%. On a une augmentation qui se poursuit de l'incidence, donc des nouveaux cas qui apparaissent tous les ans de 0,6% par an, et une diminution de la mortalité de 1,6% par an. Et on estime, des méta-analyses ont estimé qu'entre 15 et 20% de la réduction de la mortalité par cancer du sein serait liée au dépistage, l'autre part serait liée à l'amélioration des traitements. Et le cancer du sein est un cancer qui a une incidence qui obéit à un gradient social inversé, c'est-à-dire que ce sont les femmes des milieux les plus favorisés qui ont une incidence plus élevée que le cancer du sein. Alors, la plupart, en ce qui concerne les types histologiques, la majorité des cancers du sein sont des adénomes canalaires, donc soit des in situ, carcinomes intracanalaires, donc qui ne dépassent pas la membrane basale et qui représentent 15% des cancers du sein. Et la plus grosse majorité, ce sont les carcinomes canalaires infiltrants,
donc, qui se développent dans les petits canaux que vous voyez sur le schéma et qui représentent 75% des cancers du sein. Il y a également des adénocarcinomes lobulaires qui peuvent être des carcinomes lobulaires in situ qui sont à la frontière du cancer et des lésions précancéreuses et plutôt considérées comme des lésions précancéreuses et les carcinomes lobulaires infiltrants. Et l'incidence des cancers in situ, donc qui ne franchissent pas la membrane basale, a nettement augmenté du fait du dépistage, et ce sont des cancers qui ont une très bonne survie, puisqu'elle est de 95% à 10 ans après une exérèse complète de la lésion. Les facteurs de risque, donc on les classe en deux types, des facteurs de risque non modifiables et des facteurs de risque modifiables. Alors, les facteurs de risque non modifiables sont l'âge. 80% des cancers du sein arrivent après 50 ans et l'incidence de ce cancer augmente avec l'âge à partir de 40 ans jusqu'à, je dirais, à la fin de vie. C'est un cancer qui va toujours… Enfin, voilà, il y a une augmentation constante. Les antécédents familiaux, avec maintenant un score qu'on utilise pour les classer, je vous en parlerai à la diapo suivante, le score des Singer. Les prédispositions génétiques, les mutations BRCA1, BRCA2 et PALB2, qui nécessitent des modalités de suivi spécifiques. Ça touche très peu de femmes, mais les femmes qui sont porteuses de ces mutations ont un risque de cancer extrêmement élevé. Il y a les antécédents personnels de la femme, que ce soit une irradiation thoracique suite à une maladie de Hodgkin, enfin dans un traitement de maladie de Hodgkin, des antécédents de cancer du sein, d'hyperplasie canalaire atypique ou de cancer lobulaire in situ. Il y a ensuite les facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir en faisant de la prévention, qui sont l'alcool, le tabac, l'obésité, la sédentarité pour les principaux. Une étude a été faite par le CIRC en 2018 qui a calculé les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement. Et cette étude a montré que 15% des cancers du sein chez les femmes de plus de 30 ans étaient attribuables à la consommation d'alcool, 4,4% au tabagisme et 10,6% des cancers du sein post-ménopausique étaient liés à un surpoids et une obésité. Au total, on estime que près de 20 000 cancers du sein pourraient être évités chaque année en jouant sur ces différents facteurs, soit un tiers des nouveaux cas. D'où l'importance de la prévention en amont du dépistage. Alors, pour les facteurs de risque familiaux, en fait, il y a un score qui a été élaboré par M. Essinger, qui s'appelle le score des Singer. Le principe de ce score, c'est qu'il y a des antécédents familiaux qui ont un fort poids sur un risque de transmission génétique. Donc, ce sont les mutations BRCA1 et 2 identifiées dans la famille, les cancers du sein chez un homme, les cancers de l'ovaire avant 70 ans dans la parenté au premier degré. À chaque fois, on parle de parenté au premier degré. Et pour les cancers du sein, c'est vraiment l'âge d'apparition du cancer chez un parenté au premier degré qui compte, puisque si c'est un cancer avant 30 ans, il y a un fort risque de transmission génétique. Entre 30 et 39 ans encore. À partir de 40 ans et surtout à partir de 50 ans, c'est moins le cas. Et donc, un antécédent familial de cancer du sein n'est pas forcément un facteur de risque, puisque une femme sur 12, en gros, est confrontée au cancer du sein dans sa vie. Le fait qu'on ait eu une mère ou une sœur ou une tante qui ait eu un cancer du sein après 50 ans n'est pas un facteur de risque et ne nécessite pas un suivi particulier plus rapproché. Par contre, dès que ce facteur, quand on calcule ce score, dès qu'il est supérieur à 3, ça demande une surveillance spécifique, voire une consultation d'oncogénétique. Alors, le dépistage organisé du cancer du sein en pratique. Alors, ce dépistage existe depuis 2000 dans le 91 et il a été généralisé à toute la France depuis 2004. Il concerne les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas des facteurs de risque significatifs de cancer du sein autres que leur âge. Les femmes à risque élevé ou très élevé du cancer du sein devant bénéficier d'un suivi spécifique. Comment? Donc, l'examen dépistage qui est fait par un radiologue consiste en un examen clinique et une mammographie avec 2 clichés face et oblique par sein. À quelle fréquence? Donc, le CRCDC envoie des courriers d'invitation
à partir des fichiers de l'assurance maladie tous les 2 ans aux femmes, avec la liste des radiologues agréés du département qui participent à la campagne de dépistage. Si les femmes n'ont pas répondu ou n'ont pas participé, elles reçoivent une relance à 4 mois. Au total, il y a près de 10 millions de femmes qui sont invitées tous les 2 ans en France et 3,3 millions en Île-de-France. Alors, en pratique, comment se passe le dépistage? Donc, la femme va dans un centre de radiologie agréé réaliser son dépistage. Le radiologue examine la femme et interprète la mammographie. Si le résultat de la mammographie est suspect, il va pouvoir faire un bilan diagnostique immédiat qui va permettre de préciser l'image et s'assurer qu'il y a bien une anomalie. Et il classera l'image en différents types selon une classification qu'on appelle la classification ACR, qui nécessite, en fonction de l'ACR, une conduite à tenir différente. Je ne reviens pas dessus parce que le docteur Cohen va en parler. Si le résultat sinon, si à l'issue du bilan diagnostique immédiat, le dossier est considéré, la mammographie est considérée comme sans anomalie suspecte de cancer, c'est ce qu'on dit ACR1 ou 2, il reclasse le dossier en ACR1 ou 2. Et pour ces dossiers-là, ainsi que les résultats où dès la mammo, le résultat était normal, les clichés sont envoyés à la structure de gestion, donc le CRCDC, pour une seconde lecture par un deuxième radiologue qui va relire donc les clichés. Donc, soit les résultats sera normal, et soit le résultat sera considéré comme divergent, c'est-à-dire qu'il y a une discordance entre la première et la seconde lecture. Donc, dans ce cas-là, le radiologue second lecteur va conseiller un bilan diagnostique différé en demandant au premier lecteur de refaire des examens complémentaires. Et le médecin ensuite reclassera le dossier soit en ACR1 ou 2 ou mettra la femme en surveillance en fonction des résultats de ce bilan diagnostique différé. Dans tous les cas, la structure de gestion enverra à la femme un courrier de résultats ainsi qu'au médecin traitant. J'ai oublié de vous dire que de toute manière, quand la femme sortait du centre de radiologie, elle sortait avec un compte-rendu provisoire qui est remis par le radiologue, que le résultat soit bénin ou suspect, enfin normal ou suspect. Alors, pourquoi le dépistage? Quels sont les avantages du dépistage organisé, puisqu'il cohabite en France un dépistage organisé avec nos invitations tous les 2 ans et un dépistage individuel, souvent sur prescription d'un médecin généraliste ou gynécologue. Alors, donc dans le cadre du dépistage organisé, il y a une prise en charge à 100% sans avance de frais de la mammographie, pas du bilan complémentaire, pas des examens complémentaires éventuels. Il y a un contrôle qualité semestriel du matériel. Il y a une première lecture par un radiologue agréé qui a suivi une formation spécifique et qui s'engage à lire plus de 500 mammographies par an. Il y a une seconde lecture par un radiologue agréé qui a eu une formation spécifique obligatoire, c'est la même maintenant, et qui s'engage à lire plus de 1500 mammographies par an entre la première et la seconde lecture, et même en dépistage individuel. Il y a 6% des cancers dépistés qui le sont grâce à la seconde lecture en Île-de-France, 1,5 à 10% selon les départements franciliens. En Essonne, on est à 6%. Et la structure de gestion s'assure aussi que toutes les femmes pour lesquelles il y a eu un dépistage positif aient bien une prise en charge, puisqu'il y a un suivi qui est fait jusqu'au diagnostic, jusqu'à avoir un diagnostic, et si c'est un cancer, jusqu'aux caractéristiques de ce cancer. Alors, il y a possibilité de savoir si la patiente est éligible via un site d'éligibilité qui permet aux médecins traitants, à tout médecin d'inclure des femmes dans le dépistage, leur permettre de rentrer dans le dépistage organisé. Et puis, comme le dépistage est un programme national, la femme peut aussi aller dans un centre de radiologie qui n'est pas en Essonne, peut aller ailleurs si elle travaille notamment sur d'autres départements. Et donc, il y a possibilité d'avoir la liste des radiologues agréés de l'ensemble de l'Île-de-France sur le site internet www.dépistagedescancersilledefrance.org. Quelques données de participation au dépistage organisé. Donc, l'objectif européen de dépistage organisé pour que la campagne soit efficace est de 70%. Alors, c'est un objectif européen qui ne tient pas compte des spécificités françaises, parce que dans tous les pays, il n'y a pas à la fois un dépistage organisé et un dépistage individuel. Il y a des pays où il y a juste du dépistage organisé.
Donc, en fait, ce chiffre de 70% est très compliqué à obtenir en France puisqu'il y a la cohabitation des deux dépistages. Néanmoins, si on regarde l'évolution de participation de la population au dépistage organisé entre 2005 et 2020, donc c'est par période biennale puisque les femmes sont invitées tous les 2 ans, on voit qu'il y a une progression à peu près partout jusqu'aux années 2012-2013, puis à nouveau une baisse de la participation au dépistage, avec une forte baisse en 2019-2020 qui est liée à l'épidémie de Covid et surtout au premier confinement. Donc en Île-de-France, on observe une courbe qui est beaucoup plus basse puisqu'il y a beaucoup de dépistages individuels en Île-de-France, qui est beaucoup plus basse mais qui correspond à peu près en dynamique à la courbe de France. En Essonne, par contre, on a eu une progression qui s'est quasiment poursuivie jusqu'à 2019 avec cette chute en 2020. Voilà, et j'espère que sur 2021, on va pouvoir remonter. On a eu un bon rattrapage en fin d'année, mais qui n'a pas permis de rattraper la perte d'activité en fin d'année 2010, enfin en début d'année 2020. En termes de participation, donc en Île-de-France, en Essonne, on est à 39% pour une moyenne régionale à 36,7%. Et les femmes qui participent le moins au dépistage sont les femmes les plus jeunes, entre 50 et 59 ans. Et après, on a une participation qui est autour de 40-41% chez les femmes à partir de 60 ans. Alors, vous avez là une courbe de la participation en fonction de la zone géographique. Donc, pour la zone de votre CPTS que j'ai réindiqué là, donc qui correspond à peu près à la zone en haut là, donc on voit qu'on a une participation moyenne pour la CPTS, pour votre CPTS qui est de 39%, donc qui correspond à la moyenne de l'Essonne, mais avec des disparités entre Paris-Vieille-Poste qui a un taux de 35% de participation, 36% à Tismons et 37% à Juvisy. Donc il y a encore, enfin, voilà, c'est là où il y a vraiment un point d'intention important. Et Morangis, Savigny et Viry-Châtillon, on est à 40%. Bon, on est loin des 70%, mais on est, voilà, il y a quand même une participation qui est meilleure. Quelques chiffres clés pour terminer. Donc, en 2017-2018, en France, il y a eu 5 millions de femmes dépistées, 40 000 cancers détectés, soit 7,6 pour 1000 femmes dépistées, et donc 15% de cancers in situ. Et sur 100 cancers dépistés, il y en a 5,5% qui ont lieu après la seconde lecture. En 2018-2019, en Essonne, il y a eu 70 000 femmes dépistées, 505 cancers détectés, soit 6,9 cancers pour 1000 femmes dépistées, donc 31, soit 6% grâce à la seconde lecture. Parmi ces cancers, 15% étaient des canalaires in situ, donc les mêmes chiffres que les chiffres nationaux. Et parmi les cancers invasifs et micro-invasifs, 75% d'entre eux étaient des cancers de type PT1 et sans envahissement, et 75% des cancers sans envahissement ganglionnaire, donc des cancers de bon pronostic. Voilà, et si on rajoute en plus à ce chiffre les canalaires in situ, on est au-delà de 80% de cancers de bon pronostic. Quels sont les freins au dépistage organisé? Donc, les utilisatrices du dépistage individuel considèrent souvent le DO comme un dépistage moins efficace ou destiné aux femmes défavorisées, alors qu'il s'agit du même examen. Certaines femmes ont des peurs, soit par rapport à l'examen, la douleur de l'examen qu'elles appréhendent, soit par rapport au résultat de l'examen, soit par rapport au traitement, avec toute cette angoisse par rapport notamment à l'idée de chimiothérapie surtout. Le sentiment, et puis de perte du sein, le sentiment d'être en bonne santé pour beaucoup de femmes, de ne pas être concernées. On entendait beaucoup de femmes, maintenant moins, mais un certain nombre de femmes qui disaient il n'y a pas eu de cancer du sein dans ma famille, donc je ne suis pas concernée. Ce qu'on a essayé de leur expliquer que ce n'était pas ça le facteur principal. Des difficultés pour certaines femmes d'accès aux soins, et puis pour un certain nombre, manque de temps, oubli et négligence. Je vais m'arrêter là et puis je reprendrai la parole un petit peu après pour parler d'une étude particulière. Alors, attendez, il faut que j'arrive à ouvrir pour arriver à redonner la main. J'arrive plus à avoir le...
Attendez, zut. Mince. Attendez, j'essaye de voir parce que j'arrive pas à... J'arrive plus à sortir du document. Attendez, fermez là. Ah, ça y est. Est-ce que je suis sortie là? Vous avez à nouveau la main ou pas? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour, je suis le docteur Cohen, donc je suis radiologue à Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon. Donc là, on a vu avec le docteur Bernoux essentiellement l'épidémiologie, le dépistage organisé. Moi, je vais vous expliquer quelque chose un peu plus pratique, comment je fais ce dépistage, parce que comme vous savez, les radiologues participent totalement et sont en première ligne sur ce dépistage. Je ne vais pas revenir là-dessus. Globalement, ça, le docteur Bernoux l'a totalement expliqué. J'ai laissé la diapositive, mais globalement, ça a déjà été expliqué par le docteur Bernoux. Juste revoir une petite chose quand même, c'est les patients exclus, et notamment, comme il y a beaucoup de dépistages individuels en France, on se retrouve souvent des patientes qui arrivent à 50 ans avec des lésions qui sont suivies en ACR3, ça veut dire qu'ils ont eu une lésion, j'expliquerai ce que c'est l'ACR3, mais une lésion qui paraît bénigne, et qui arrivent avec le papier du dépistage en disant, voilà, j'ai un dépistage organisé. Ces patientes, elles sont exclues. Ça veut dire là, elles restent sur un dépistage individuel et un suivi individuel en dehors des antécédents qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est une petite aparté sur ça. C'est les patients qui sont encore en cours de suivi d'une lésion bénigne sont exclus du dépistage. Voilà. Alors, comment se passe, moi, le dépistage organisé pour moi? Donc, il se divise d'abord sur un examen clinique qui va être divisé en 3 parties, l'interrogatoire, l'inspection et la palpation. Alors, l'interrogatoire, comme vous l'avez compris, c'est rechercher les différents facteurs de risque. Donc, on a vu ça avec le docteur Bernoux, mais globalement, les mutations génétiques, l'âge des premières règles, la ménopause tardive, les antécédents familiaux avec le score des 5G qu'on a vu tout à l'heure, les antécédents personnels, donc l'irradiation thoracique qui est très important. Alors, comment on arrive à ça avec les patientes? Souvent, elles nous parlent de leur lymphome, hein, parce que les irradiations thoraciques avant 30 ans, il n'y a pas beaucoup de causes à part le lymphome. Donc, les patients, quand on leur demande est-ce que vous avez un antécédent de cancer du sein ou de cancer en général, elles vont dire ah oui, j'ai eu un lymphome. Et là, on va leur poser la question est-ce que vous avez eu une irradiation thoracique? Bien sûr, les antécédents personnels de cancer du sein et les lésions à risque. Alors ça nous pose beaucoup de problèmes. Et justement, je voulais vous alerter de ça, c'est que les patientes, à partir du moment où elles savent qu'elles ont une lésion bénigne ou précancéreuse, elles n'arrivent pas à donner de nom à cette lésion. Et souvent, les patientes, elles ne font pas la différence entre une hyperplasie épithéliale atypique, même si elles sont une chirurgie, ou un fibroadénome. Elles vont dire « Ah, j'ai été opérée d'une lésion bénigne ». Bon, le CLIS, c'est un peu particulier, mais on va parler par exemple des hyperplasies épithéliales atypiques. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer et ça, c'est un travail pour les gynécologues qui les ont opérés en disant, non, maintenant que vous avez ce type de lésion, il faudrait que vous ayez un suivi particulier et un suivi un petit peu alternatif. Donc, ça, c'est un travail à faire avec les patients. Elles doivent connaître, après leur biopsie, elles ne doivent pas juste savoir si c'est bénin ou malin, ou elles doivent savoir quel type de lésion, parce qu'il y a des lésions qui vont avoir un suivi et une prise en charge particulière dans le cadre du dépistage. Ensuite, les facteurs de risque polémiques, je ne veux pas rentrer trop longtemps là-dessus. La densité mammaire élevée, il y a plein d'études qui sont contradictoires, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a quand même des études qui ont montré qu'une densité mammaire a tendance, un peu plus élevée, a tendance à montrer plus de cancer. Bon, je reste... Ces études sont très biaisées, donc c'est assez discuté. Et enfin, le traitement hormonal substitutif, c'est toujours la même chose en médecine. Le risque relatif du traitement hormonal substitutif pour un facteur de risque, il est très faible. Donc, bien sûr, une patiente mutée, on va BRCA par exemple, qui a un facteur de risque très élevé de cancer du sein, lui donner un traitement hormonal substitutif, c'est peut-être pas très, ça serait pas très logique. Par contre, quelqu'un qui ne dort pas de la nuit parce que sans risque de cancer du sein, parce qu'elle a des bouffées de chaleur liées à sa ménopause, le bénéfice pour cette patiente sur le plan psychologique et sur le plan physique est vraiment très important. Donc,
faut pas s'arrêter par rapport au risque relatif de ce facteur de risque de cancer du sein à donner à la patiente. Et enfin, les facteurs protecteurs, la multiparité, bon, celle-ci, OK. L'allaitement, c'est vraiment un facteur protecteur minime parce qu'il a montré en fait une significativité pour des patientes qui ont allaité pendant 12 mois et plusieurs enfants. Donc globalement, dans nos sociétés à l'heure actuelle, très peu de femmes ont pu allaiter 12 mois et plusieurs enfants. Ensuite, donc, toujours sur l'interrogatoire, je vais poser, avant d'examiner la patiente, à la patiente, est-ce qu'elle a senti une modification sur son sein? C'est très important parce que les patientes, il n'y a pas mieux qu'une patiente pour connaître son sein. Des fois, elle va vous dire, la patiente va venir vers vous, elle va dire, j'ai senti une différence. Vous allez palper et globalement, vous allez dire, bon, ça ne me paraît pas suspect. Et ensuite, nous, quand on va faire le bilan, on va quand même regarder l'endroit où la patiente a senti des modifications et parfois on trouve d'authentiques lésions alors que nous, cliniquement, elles ne nous paraissaient pas suspectes. Et en fait, ne serait-ce que la modification qu'a ressentie la patiente nous a permis de trouver une lésion qui peut être un cancer. Ça arrive assez souvent. Donc, on va poser aussi la question de l'écoulement mamelonnaire parce que des fois, on ne le verra pas, mais la patiente va nous dire, oui, des fois, j'ai un petit écoulement. Alors, sur l'écoulement mamelonnaire, il y a deux types d'écoulement. Un écoulement multipore bilatéral avec du lait blanchâtre ne va pas du tout avoir la même signification, où là, on va plutôt voir des anomalies liées à la prolactine, par exemple, des anomalies endocrinologiques, une hyperprolactinémie, qu'un écoulement unipore, unilatéral, sanglant, où là, pour le coup, ça sera plutôt suspect de cancer ou de lésions type papillaire. Donc, il faut faire extrêmement attention et voir un petit peu les différences. Ensuite, bien sûr, est-ce qu'elle a senti une masse? Les douleurs. Alors, beaucoup de patientes vont venir vers vous en disant la douleur reste un signe peu inquiétant. Malheureusement, le cancer du sein, il n'est pas parlant. C'est la masse qui ne va pas faire de bruit, qui va grossir un petit peu. En l'absence de signes inflammatoires, vous devez rassurer la patiente. Alors, vous pouvez demander des examens supplémentaires, mais globalement, ça ne va pas vous inquiéter. Pareil sur les rétractions mamelonnaires. Une rétraction mamelonnaire qui est apparue, c'est complètement différent qu'une rétraction mamelonnaire qui est là depuis toujours. On va poser la question aussi sur la patiente, les antécédents scénologiques, donc chirurgie, biopsie et la date de la dernière mammographie. Ça, c'est très important. On demande toujours aux patients de rapporter leur dernière mammographie. Pourquoi? Une mammographie, ce n'est pas qu'un examen à intenter, c'est aussi un examen de suivi. Une image qui paraît bénigne, qui apparaît, doit toujours alerter le radiologue. Donc, c'est très important pour nous que les patientes ramènent leur dernière mammographie. Alors ici, je vous montre une macrobiopsie qui a été faite dans notre centre. C'est juste pour vous donner un exemple. Ensuite, l'inspection. Alors là, par contre, là j'arrive, je vais inspecter la patiente. Alors, je vais voir d'abord tout ce qui est bénin, cicatrices, névus, qui peuvent donner des images. Par exemple, le névus, ça peut donner une image sur la mammographie. Vous savez, la mammographie, il va y avoir de la superposition. Donc, si on voit une masse sur la mammographie qui correspond sur la localisation à un névus, ça ne va pas nécessiter d'examen complémentaire parce que cette masse correspond à une lésion bénigne, enfin, ou maligne, ça peut être aussi des lésions, ça peut être aussi un mélanome, par exemple. Mais en tout cas, sur le plan scénologique, ce n'est pas lié à un problème de sein. Donc, dans ces cas-là, on l'envoie plutôt vers un dermato. Les cicatrices, ensuite des lésions qui vont nous alerter. La rétraction. Le paget. Le paget au mamelon, c'est une sorte d'eczéma au mamelon. Il faut toujours être alerté, même si la mammographie et l'échographie mammaire paraissent entre guillemets normales. Il faut l'envoyer vers les dermatologues pour qu'ils fassent une biopsie. C'est souvent associé à des carcinomes canalaires in situ. Et ils seront biopsiés par les dermatologues au niveau du mamelon avec ce qu'on appelle des punch biopsies. Il faut vraiment s'arrêter chez ces patients, même si le bilan scénologique est normal. Chez ces patientes-là, on peut aller aussi à l'IRM parce que même si la mammo et l'échographie mammaire sont normales, souvent on retrouve aussi des lésions derrière le mamelon en IRM mammaire. Ensuite, la peau d'orange, comme vous pouvez le voir, ça aussi, ça doit nous inquiéter, et l'inflammation, surtout dans le cadre d'une inflammation unilatérale, ça doit nous alerter et rechercher toujours une lésion sous-jacente. La palpation.
Donc, la palpation, c'est toujours la même chose, cadran par cadran, sein droit en miroir, sein droit puis sein gauche, main à plat, debout, assis et couché, voilà. Et ne jamais oublier les périphéries des seins, notamment le sillon sous-mammaire et sur les prolongements axillaires et terminé par les aires ganglionnaires. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on passe à la mammographie. Alors, ça peut se faire après la mammographie ou avant la mammographie. Dans notre centre, ça se fait plutôt après la mammographie. C'est différent, c'est l'interrogatoire et cet examen clinique. Alors, la mammographie, comme on a dit, dans le cadre du dépistage organisé, même tout dépistage, on fait une mammographie de face et en oblique sur 2 incidences. À la suite de ça, je vais analyser et en fonction de ce que j'ai analysé, je vais faire d'autres incidences. Alors, on va commencer par le profil. Le profil va nous permettre 2 choses. La première, c'est de localiser une lésion, par exemple, parce que comme vous savez, pour localiser une lésion, il faut la voir sur 2 incidences. Donc, si par exemple, je vois une lésion de face, mais je ne la vois pas en oblique, ça va nous permettre, en faisant le profil, de localiser la lésion de profil. Le profil aussi, il est utilisé quand on a des microcalcifications. On fait systématiquement un profil. Pour quelle raison? C'est que les microcalcifications qui sédimentent sont toujours bénignes. Et comme vous le savez, la sédimentation, elle peut se voir que de profil, puisque c'est là où on a la pesanteur, et ça nous permet de voir les sédimentations des microcalcifications. L'agrandi, c'est toujours sur les microcalcifications. Ça va nous permettre de mieux les analyser parce que c'est vraiment tout petit les microcalcifications. Donc, pour mieux les analyser, pour mieux les dénombrer et mieux voir leur forme et leur aspect, on agrandit les microcalcifications. On fait toujours un agrandi de profil, plus ou moins de plus en plus de faces. Ensuite, le comprimé. Alors, le comprimé, on l'utilise souvent. Ça nous permet à la fois de voir le contour des masses, donc de pouvoir au mieux analyser une masse, mais aussi de dégager des images qui peuvent nous faire donner l'impression d'une masse. Et le fait de comprimer et d'étaler la glande mammaire, ça nous permet d'étaler la glande mammaire, ça va nous dissocier la glande mammaire et montrer que cette lésion n'est pas réelle. En fait, c'est une superposition de glandes mammaires. Donc, le comprimé sert énormément en radiologie. Ensuite, une alternative au comprimé, mais aussi pour voir d'autres lésions, c'est la tomosynthèse qui, à l'heure actuelle, est utilisée pratiquement dans tous les centres de radiologie. C'est une sorte d'imagerie 3D qui va nous permettre à la fois de voir si cette masse est réelle, mais aussi de dégager d'autres masses qu'on n'aurait pas vues obligatoirement sur une mammographie simple de face et de profil avec un comprimé. Et enfin, le dernier cliché complémentaire, il y en a d'autres, hein, mais dont je vais vous parler, c'est les clounts. C'est pour les patientes qui ont des prothèses, à qui on va faire une luxation, la manip va luxer la prothèse pour bien dégager la glande mammaire parce que c'est difficile. Alors là, c'est une manœuvre des clowns parfait. En réalité, ce n'est pas toujours aussi bien que ça. Donc, on revient. Ensuite, l'échographie mammaire. Comme vous avez expliqué, alors ça c'est des fois des choses, comme vous avez expliqué, ça fait partie des choses complémentaires qu'on est amené à faire. Alors, à qui on va faire cette échographie mammaire? Les patientes qui ont des densités mammaires élevées. Vous comprenez une masse dans un sein, c'est blanc. Vous comprenez bien que du blanc dans du blanc, quand il y a beaucoup de glandes, comme ici une densité mammaire élevée avec beaucoup de glandes parce que la glande apparaît blanc, du blanc dans du blanc, c'est plus difficile à voir, du blanc dans du noir. Donc, voilà, tout simplement. Ici, c'est une densité mammaire faible, voilà, beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile à voir. S'il y a une masse, elle va nous ressortir tout de suite. Donc, dans ces cas-là, on va faire l'échographie mammaire qui va nous permettre de potentialiser la découverte de masse grâce à ça. Ensuite, toute patiente qui a une mammographie ACR0, ACR3, ACR4 ou ACR5 va avoir une échographie mammaire. On ne peut pas se passer de ça parce que, par exemple, si on trouve des microcalcifications ACR4, des fois, il y a des lésions sous-jacentes et il est plus facile de les biopsier en échographie qu'en mammographie. Donc, on va préférer
on va toujours faire, même si on trouve une lésion qu'on va être amené à biopsier dans tous les cas, on va faire l'échographie pour pouvoir la biopsier, par exemple, en échographie. Ensuite, une patiente qui a un examen clinique anormal. On parle plus de mal dur, vraiment, et pour autant, la mammographie, elle paraît totalement ACR1 ou ACR2. Dans ces cas-là, on va faire aussi une échographie pour voir si, en réalité, est-ce qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et enfin, à qui discuter. Moi, personnellement, je l'ai fait systématiquement lors d'une première mammographie pour avoir un bilan complet, sauf vraiment des seins très transparents. Et enfin, les facteurs de risque modérés, ça, c'est à discuter aussi. Il y a beaucoup de radiologues qui le font systématiquement chez les patientes à risque modéré. Là, je le fais un peu moins, mais bon, ça se discute. Alors, je vais revenir sur la classification ACR. Elle permet donc une stratification de risque de cancer du sein sur une lésion qui a été découverte. Donc, elle vous permet aussi d'avoir une conduite à tenir par rapport à ça. Donc, elle varie de 0 à 6. Je ne vais pas parler du 6, mais le 6, c'est un cancer du sein avéré. C'est un patient qui a un cancer du sein. On sait que cette lésion est un ACR6. Des fois, on a des bilans complémentaires à faire et on classe cette mammographie ACR6. On va passer d'abord. Alors, l'ACR1, c'est un bilan normal qui n'a aucune lésion. L'ACR2, c'est un aspect bénin. Par exemple, un kyste simple ne nécessite pas d'exploration complémentaire ni de surveillance. L'ACR3 est une lésion, et c'est celle-ci qui va vous poser le plus de problèmes, est une lésion qui a tous les aspects échographiques ou mammographiques de bénignité, qui nécessite simplement un suivi rapproché. Il y a beaucoup de patientes qui sont très stressées à partir du moment où on découvre une lésion ACR3. Il faut leur expliquer que globalement, si on ne les biopsie pas, si on ne fait pas de recherche histologique pour savoir, c'est parce que justement, elle nous paraît bénigne. Et si elle ne nous paraissait pas bénigne et qu'elles n'avaient pas tous les critères de bénignité, on l'aurait biopsiée ou on aurait fait des analyses complémentaires. Donc vraiment, vraiment rassurez vos patients sur l'ACR3. Ensuite, il y a des contextes particuliers, des patients qui ont un cancer homolatéral à qui on va être amené à biopsier, des patients qui sont mutés. C'est les seuls ACR3 qu'on va biopsier, mais c'est très rare. Donc, retenez en globalité, et ça, le radiologue le sait, retenez en globalité que les ACR3, elles seront surveillées. Ensuite, en fonction du type d'ACR, que ce soit des microcalcifications ou des masses, le suivi sera un petit peu différent, mais globalement, ça, les radiologues vous mettront ça sur le compte-rendu quand est-ce qu'elle doit être surveillée. Et la surveillance se fait sur 2 ans avant de pouvoir replacer la lésion ACR2. ACR4, c'est suspect, donc elle nécessite une exploration histologique. ACR5, c'est une image, pour nous, c'est un cancer, donc elle nécessite bien sûr une exploration histologique pour planifier la thérapeutique. Je vais revenir un petit peu sur les conduites à tenir. On va sortir de... Donc, on a une lésion ACR4 ou ACR5. On va sortir d'ACR3 dans les contextes particuliers sur des microcalcifications. Donc, ACR4 ou ACR5, on va tout de suite passer sur cette image-là où on a trouvé une lésion qui nécessite une chirurgie ou une lésion à risque, qui nécessite une surveillance particulière. Là, ça va passer en RCP. Vous n'allez pas être confronté à ce type d'image. En tout cas, il faudra les envoyer vers un gynécologue ou un spécialiste, bien sûr, si vous voyez que la lésion correspond à un cancer. On va parler des lésions bénignes. Là, c'est les plus embêtants. Donc, bénin, si on biopsie une lésion ACR5 et ça revient bénin. On est dans le cadre d'une lésion discordante. Alors, là, il faut les envoyer vers des RCP parce que quand on met ACR5, c'est que c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Donc, soit on refait des biopsies, soit on fait une chirurgie. Rarement suivi rapproché, vraiment, il faut vraiment que ça soit vraiment discuté en RCP pour que ça soit des suivis rapprochés. Si on a une lésion qui revient bénigne, mais il reste des calcifications, il ne faut pas oublier de refaire une mammographie à 6 mois. Surtout sur les calcifications. Pour les masses, un peu moins, mais surtout sur les calcifications, si c'est concordant. Vous savez, les calcifications, si on ne prélève pas tout, il y a des zones qui peuvent être des bénins et des zones sur les calcifications qui peuvent être malignes. Ça peut être des fois, donc il faut vraiment recontrôler ça à 6 mois. Et si à 6 mois, ça ça reste stable, dans ces cas-là, on reprend une surveillance habituelle, tous les 2 ans. Pour les masses, là on était sur les calcifications, pour les masses,
c'est à peu près le même principe. Globalement, on a une masse, on n'a pas tout enlevé. Il faudra un suivi rapproché à 4 mois pour reclasser ACR2. Si on a tout enlevé, bon, bien sûr, disparition de la lésion, pas besoin de suivi. La discordance doit toujours nous inquiéter. L'IRM, je passais, vous serez très peu pris. Voilà, une lésion, en fait, qui est ACR4 ou ACR5 en IRM, on doit reprendre un bilan mammographie, échographie mammaire. Pour quelle raison? C'est qu'il est très difficile de biopsier en IRM. Très difficile, il y a très peu de centres qui le font. Donc, si on trouve une cible qui correspond à l'image IRM en mammographie et échographie mammaire, on est mieux, on va pouvoir plus facilement biopsier. Donc, une IRM ACR4 ou ACR5, on biopsie. Si le bilan ciblé est normal, ça veut dire que la mammo et l'échographie mammaire sont normales et qu'on n'a pas trouvé de cible en échographie. Donc là, on fait la macrobiopsie sous IRM, sauf un cas particulier, c'est l'ACR4A, pour lequel on doit biopsier, mais dans des contextes un peu particuliers, très peu à risque, on peut préconiser une surveillance. Alors, je vais vous donner cet exemple-là parce que vous allez être confronté à ça, surtout en ce moment où la chirurgie esthétique est très à la mode. Et beaucoup de chirurgiens esthétiques demandent chez les patients de 18-19 ans des IRM mammaires. Le problème de l'IRM mammaire, c'est que c'est très sensible et souvent peu spécifique. Donc, on va avoir des images chez ces patientes qui sont des images qui ne pourront pas être classées ACR3 et qui vont être classées ACR4A, mais avec des risques de cancer qui sont très faibles à 19 ans chez les patientes qui n'ont aucun antécédent. Alors, souvent, ce qu'on préconise pour ces patientes, c'est des surveillances IRM, 6 mois, 1 an, 2 ans. Souvent, ça embête les chirurgiens plasticiens qui nous disent qui nous appellent, qui nous disent tu ne veux pas le reclasser ACR2, ACR3, ce n'est pas un cancer. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi tu te protèges et tu demandes l'IRM mammaire? Donc, c'est un peu, ça veut dire que, en gros, il donnera, mais nous, on ne peut pas le classer puisque, si vous voulez, on a des critères précis pour pouvoir classer ACR2 ou ACR3. Donc, ça, c'est une situation qui nous embête très souvent. Bon, si on voit l'anomalie en mammo et échographie mammaire, là, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Et dans ces cas-là, on revient un petit peu dans ces cadres-là ou cadres-là. Enfin, les cas particuliers. Parce que là, j'ai parlé du dépistage organisé, mais on a très peu parlé du dépistage individuel. Alors, après 75 ans, au cas par cas, il n'y a aucune étude qui a montré une amélioration de la survie après 75 ans par le dépistage. Cependant, chez les patientes qui sont en excellent état général, il y a une étude qui est sortie au RSNA, c'est le gros congrès de radiologie il y a 3 ans, qui a montré qu'il y a une nette amélioration de la qualité de vie chez les patientes qui sont en excellent état général. Donc après 75 ans, ce n'est pas parce que les patients qui sont en excellent état général ne reçoivent pas les papiers du dépistage organisé, ils ne doivent pas continuer à se faire dépister. Bien sûr, une patiente alitée qui a plusieurs morbidités et qui a plus de 75 ans, là où la question du dépistage ne se pose pas. On sait qu'elle ne mourra pas malheureusement de ça. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous palpez quelque chose, qu'il ne faut pas lui faire un bilan. Là, on parle en dehors du dépistage, vous palpez quelque chose, là, c'est un bilan diagnostique. Le bilan diagnostique, c'est pour tout le monde. Enfin, les femmes à risque élevé. Donc, celle-ci, une mammographie annuelle, on a vu ça tout à l'heure avec le docteur Bernoux, une mammographie annuelle à partir de 40 ans ou 5 ans avec le premier cas familial. Par exemple, quelqu'un qui a eu un cancer chez sa mère à l'âge de 43 ans, on fera 5 ans auparavant, une mammographie annuelle, plus ou moins échographie mammaire. Les femmes à très haut risque, donc globalement, c'est les femmes porteuses de mutations, type BRCA, l'iphroménie, ou des risques sur score oncogénétique très, très, très élevés. En fait, des patientes chez qui on ne trouve pas la mutation, mais on est sûr, vu leurs antécédents familiaux, qu'elles ont une mutation. Là, l'examen clinique commence tôt, à partir de 20 ans, l'IRM mammaire à partir de 30 ans, et mammographie annuelle à partir de 30 ans. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, dans la plupart des centres, on fait la mammographie à 6 mois, et intercalées avec l'IRM mammaire à 6 mois. Donc, elles sont suivies par une mammographie et une IRM mammaire par an, mais en intercalant
l'un et l'autre, pas faire tout en même temps. Bon, ensuite, ça dépend, hein, ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui font tout en même temps, et d'autres qui disent bah, c'est mieux de pouvoir décaler, comme ça, en plus, on a un suivi un petit peu plutôt tous les 6 mois, une fois par l'IRM, une fois par la mammographie. Donc, voilà. Bon, bah, on a fini. Donc, de mon côté. Alors, je vais me permettre juste de, si je peux, je vais repartager la fin de mon diaporama, les 2 dernières diapos. Enfin, attendez, le temps que je le fasse, s'il y a déjà des questions, je vais vous montrer juste 2 diapos, mais s'il y a des questions, comme je l'ai sorti, n'hésitez pas. En attendant. Moi, j'avais une question sur la CR0. Alors, la CR0, c'est une patiente. Alors, par exemple, la CR0, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Un radiologue, le radiologue, il faut éviter au maximum de faire un ACR0. Alors, quand est-ce que je demande un ACR0 ? Quand est-ce que je vais mettre un ACR0 ? Un ACR0, par exemple, ça va être une masse que je palpe qui me paraît suspect, à qui le bilan mammographie et échographie mammaire est normal. Donc, dans ces cas-là, je vais le classer à ACR0 en attente de l'IRM mammaire pour pouvoir reclasser cette lésion, parce que cette masse, elle me paraît suspecte. Je ne peux pas dire que cette masse, elle est bénigne, parce que cliniquement, elle est suspecte. Et je n'ai rien en échographie, mammographie. L'ACR0, ça va être une masse, par exemple, découverte en mammographie, à qui je n'ai pas fait l'échographie, mais je ne peux pas classer cette lésion tant que je n'ai pas fait l'échographie pour la caractériser. Une masse doit être caractérisée, une masse mammographique doit être caractérisée en échographie pour être classée à CR0. Par exemple, typique, la patiente à qui je découvre une masse mammographique au dépistage organisé et qui ne veut pas l'échographie parce que l'échographie, elle est payante. Alors, elle est payante, mais remboursée totalement par la sécurité sociale. Mais les patientes, des fois, ne veulent pas. Bon, je le mets sur mon compte rendu, hein, je mets ACR0 où la patiente a refusé la mammographie. Voilà. C'est l'échographie. On leur dit, hein, patiente, oui. C'est aussi le score, la CR0, qui va être mis souvent par un radiologue second lecteur quand il considère que le bilan qui a été fait par son collègue n'est pas suffisant et qu'il faut préciser l'image. Donc, dans ces cas-là, il classera le dossier en ACR0 à l'issue de la seconde lecture jusqu'à reclassement dans le cadre d'un bilan diagnostique différé par le premier radiologue. Oui, et je reviens, malheureusement, il y a beaucoup de radiologues qui utilisent l'ACR0 à mauvais escient. Par exemple, une masse ACR4 en mammographie ou en échographie, tant qu'on n'a pas fait la biopsie, par exemple, tant qu'on n'a pas fait la biopsie, c'est de la CR4 de toute façon. La CR0, on ne peut pas. Il y a malheureusement quelques radiologues qui n'ont pas compris. En gros, globalement, le radiologue ne doit pas utiliser la CR0. Ça veut dire qu'il doit aller jusqu'au bout pour pouvoir reclasser cette lésion. C'est-à-dire que si j'ai un ACR0, ça veut dire que je n'ai pas fait mes bilans complémentaires. Et ces bilans complémentaires, c'est à nous de le faire. Donc, on ne doit jamais, sur mon compte rendu, quand je mets un ACR0, je dis le bilan complémentaire qui doit être fait pour pouvoir reclasser la lésion. Mais on ne doit pas laisser un ACR0 en disant, voilà, tant qu'on a la biopsie, tant qu'on n'a pas fait l'IRM, c'est un ACR0. Par exemple, si on a sur tout le bilan un ACR, un moment avec l'IRM, il y avait des lésions qui paraissaient ACR4 et des gens à mauvais escient demandaient une IRM sur un ACR4. Non, il n'y a pas d'indication à faire une IRM sur un ACR4, il y a une indication à la biopsie et on ne reclassera pas la lésion en ACR3 ou en ACR2 parce qu'on aura fait l'IRM. Et certains radiologues mettaient ACR0 en attente de l'IRM. Non, non. La plupart en gros, l'ACR0 doit être une exception et c'est au radiologue d'arriver à faire disparaître cet ACR0 pour arriver à un ACR1, ACR2, ACR3 ou proposer au médecin une conduite à tenir pour ne pas rester sur cet ACR0. Et comme je vous ai dit, par exemple, une mammo où la patiente refuse l'échographie, on peut mettre ACR0, mais on doit bien préciser sur notre compte-rendu que cette lésion doit être explorée en échographie pour pouvoir classer la lésion. On observe souvent dans le dépistage des radiologues qui mettent un ACR0 parce qu'ils ont vu une image sur une incidence
ils ne la voient pas sur la deuxième incidence, ils font une écho, ils ne voient toujours pas d'image et du coup, ils les reclassent en ACR0 en attente de l'IRM. Ils demandent une Oui, IRM, mais comme ils n'ont pas le résultat tout de suite, donc ça vous paraît une indication oui, aussi valable ou pas? ça fait partie de la CR0, tout à fait. D'accord. C'est ça, ça veut dire que tant qu'on n'a pas caractérisé, mais on doit le mettre sur le, quelle que soit la cause de caractérisation, enfin, la façon de caractériser, que ce soit l'IRM ou l'échographie, il faut le caractériser. Mais on doit donner une asymétrie sur une incidence qui n'est pas une asymétrie focale de densité comme son nom l'indique, parce que pour que ça soit une asymétrie focale de densité, il faut que ça soit sur deux incidences. Et ben, si elle doit être caractérisée en IRM, le radiologue doit dire ACR0 en attente de l'IRM. Il ne doit pas mettre ACR0 comme ça et dire bon, bah, maintenant on attend. Mais en attente de l'IRM, c'est tout à fait logique. Et ensuite, l'IRM permettra de reclasser la lésion. Ce qui est important, c'est que effectivement les examens qui sont prévus ou qui sont prévus ou qui sont à prévoir, mais que la patiente n'a pas forcément accepté, soient listés. Parce que du coup, quand nous on reçoit un résultat, on revoit la patiente et du coup on peut motiver la poursuite du bilan. C'est ça, s'il n'a pas déjà été enclenché, bien sûr. Ou alors l'expliquer s'il a été fait. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé où il y avait des choses comme ça, mais sans bilan derrière. Mais de plus en plus, les radiologues mettent derrière les examens qui sont prévus. Donc ça, c'est plutôt important. Après, j'avais une autre question. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de RCP. Alors, c'est une situation un peu précise concernant une patiente, justement, qui a eu une ACR4 qui a été biopsiée avec une anapate histo-discordante. Et je voulais savoir un petit peu, justement, quoi faire, comment solliciter la RCP, parce qu'elle a été vue en juin pour une mammo avec au sein gauche une ectasie rétroaréolaire galactophorique externe, accomblement endocanalaire échogène, contenu liquide épaissi, point d'interrogation, indication une IRM mammaire. Mais elle a fait son IRM mammaire qu'au mois de septembre. Voilà. Là, il y avait un rehaussement sus-aréolaire plutôt d'allure bénigne, mais à confirmer par microbiopsie. Elle a eu sa microbiopsie, elle s'était classée ACR4, là, à l'IRM mammaire. Donc, vous disiez peut-être que c'était surestimé, j'en sais rien. Non, CR4, c'est bien. Et ça, alors après, si ça répond bénin. c'est fibrose. Non, c'est pas discordant. En fait, la discordance sur les ACR4, ça va être la CR4C. La CR4A, le problème, c'est qu'il y a des radiologues qui. Voilà, c'est ça. Là, c'est de la CR4A, ce qu'ils décrivent, plutôt. La CR4C, alors la CR4 va être divisée en trois catégories. La CR4A, ça veut dire qu'on est proche de la lésion bénigne. La CR4B, c'est intermédiaire. Donc le risque, il est entre 45 et 75% de cancer. Et la CR4C, ça va être entre 75 et 95%. Un ACR4C, ça va être une image qui va être proche du 5, ça veut dire que ça va être presque nous représenter un cancer. Et là, si ça revient bénin, comme le ACR5, si un ACR5 revient bénin, là, vous avez une discordance. Et là, il faut l'envoyer soit discuter avec le radiologue qui a fait la biopsie, soit l'envoyer vers une RCP dans un centre spécialisé. Ils ont des RCP pour ça à l'IGR sur des voilà, mais ils ont aussi comme on vous avait parlé, à Rissorangis aussi, ils ont des RCP pour ça. À Rissorangis? Oui, ils ont des RCP pour ça à Rissorangis et on est en train d'essayer d'organiser un petit peu tout ça avec le docteur Cedrati. Et donc, ça peut être c'est ces patients-là pour lesquels le radiologue est très suspecte un cancer, où là, il faut vraiment, vraiment les envoyer en RCP parce que ça va être discuté. La plupart du temps, ça va jusqu'en biopsie chirurgicale où les patients ils passent au bloc opératoire. Les ACR4C, les ACR5, ou des fois, on peut faire une IRM sur les ACR4C, sur sa valeur prédictive négative, si l'IRM revient normal avec une biopsie normale. Mais ça va être discuté vraiment en RCP. Même pour nous, c'est des dossiers très, très compliqués. Des fois, sur des ACR4C, on restait vraiment à discuter 1 heure, mais j'exagère à peine, sur un dossier pour savoir ce qu'on allait faire sur la prise en charge avec des discussions. Soit on allait à la chirurgie, soit on faisait une surveillance très rapprochée, soit on faisait aussi une IRM. Enfin, vraiment, et c'est vraiment au cas par cas, et ça doit être discuté entre un oncologue, un radiologue
et un gynécologue chirurgien scénologue. Il y a d'autres lésions bénignes sur lesquelles aussi il faut avoir une vigilance, c'est les papillomes. Jusqu'à maintenant, tout papillome devait être opéré. Maintenant, il y a des micro-papillomes, effectivement, qu'on n'opère pas forcément. Donc ça, c'est pareil, il y a besoin d'avoir un... Enfin, c'est pas parce que ça revient papillome que c'est bénin qu'il n'y a plus rien à faire. Faut être vigilant par rapport à ça. Et c'est les hyperplasies canalaires et lobulaires atypiques qui, pareil, normalement doivent être opérées, mais il y a certains cas quand elles sont très petites où il y a une surveillance. Donc ça, c'est pareil, c'est du cas par cas qui, à mon avis, relève soit la décision de toute manière, au minima, il faut l'avis du radiologue préleveur et voir éventuellement une RCP. Oui. En gros, les hyperplasies lobulaires atypiques et surtout les hyperplasies canalaires atypiques, ils ont globalement, c'est pas opéré, enfin, je vous le dis sur les RCP où je vais, où j'allais, c'est pas opéré quand on enlevait toutes les microcalcifications. On disait que c'était enfin, globalement, enfin, en tout cas, ce qui est fait globalement en pratique. Alors, certains chirurgiens, ils vont quand même après le clip, mais là, je parle vraiment sur les atypies. Et les papillomes, comme voilà, de plus en plus, surtout chez les personnes très, très âgées. Alors, un papillome, pourquoi on l'enlève? Parce que ça peut, avec le temps, évoluer vers un carcinome papillaire. Alors, un papillome, qui est une lésion, mais ça met plusieurs années. Souvent, les patients très âgés qui ont ce type histologique. Et c'est pour ça que chez les personnes très, très âgées qui ont des petits papillomes de 2 ou 3 mm, chez qui on n'a pas très envie d'opérer, mais c'était souvent discuté en RCP, chez les patients, on nous demandait, nous les radiologues, de les enlever par macrobiopsie. Donc, on enlevait toute la lésion en macrobiopsie et ça évitait à la patiente d'être opérée. Mais ça ne doit pas être votre décision à vous. Ça doit vraiment être en RCP et c'est des discussions qui sont faites. Et ça peut être très long comme discussion. Et souvent avec certains chirurgiens voilà, ça peut être mal vu aussi par les chirurgiens qui veulent opérer Donc, vraiment, ça va être discuté entre chirurgiens, radiologues et oncologues. Est-ce que j'ai le temps de passer les 2 diapos qui me restaient? Oui, bien sûr. Alors, par contre, il faut que je puisse avoir accès au partage d'écran. Je crois que je n'y ai pas. Pendant ce temps-là, je peux juste demander encore au docteur Cohen pour les patientes qui ont des prothèses mammaires, justement. On hésite tout le temps à faire des mammos, juste des échos, faire des IRM, parce qu'on craint toujours d'écraser les prothèses. Non, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les prothèses sont assez solides, elles ont été étudiées pour ne pas... Voilà, ça veut dire que ça serait une ineptie de créer des prothèses qui peuvent faire de mammographie. Non, il n'y a pas de rupture. Les patientes ont ce sentiment-là, même après, ça arrive à tous les radiologues de se faire accuser d'avoir rompu une prothèse après une mammographie. Non, c'est faux. La coque qui se fait, vous savez, il y a ce qu'on appelle les ruptures intra- et extracapsulaires. Extracapsulaire, il y a une coque fibreuse qui se fait autour de la prothèse. Elle est dure comme de la pierre en réalité et globalement protège la prothèse. Donc, il n'y a aucun souci. C'est le même... Une patiente qui a une prothèse ou qui n'en a pas, c'est le même dépistage que pour tout le monde. Il faut suivre les mêmes recommandations. Docteur Cohen, vous pouvez enlever le partage d'écran parce que je ne peux pas du coup. Ok. Alors, arrêtez partager. Non, pas ça. Arrêtez le partage. Voilà. Merci. Donc voilà, je voulais juste pour finir, on a parlé des suivis particuliers. Une grosse problématique qui se passait ces dernières années, c'était le problème des femmes entre 40 et 50 ans, parce qu'en fait, on a quand même un certain nombre de cancers qui apparaissent, notamment dans la tranche 45-50 ans. Et en même temps, les dépistages organisés tels qu'il existe pour ces femmes-là n'a jamais montré son efficacité parce que s'il était bénéfique pour certaines femmes de cette tranche d'âge, il ne l'était pas en population générale. Donc, pour améliorer le dépistage, il y a une proposition qui a été faite et une étude donc, pour essayer de tester un nouveau système de dépistage qui serait non basé simplement de manière organisée pour toutes les femmes, identique pour toutes les femmes de 50 à 74 ans, mais qui soit basé sur un niveau de risque individuel.
Donc, pour cela, il y a une étude internationale qui s'appelle l'étude MyPEPS, qui est donc une étude randomisée qui compare chez des femmes âgées de 40 à 70 ans un dépistage personnalisé en fonction du risque individuel du cancer du sein au dépistage standard, pour démontrer d'abord la non-infériorité d'une stratégie de dépistage basée sur un risque individuel, puis ensuite de cancer du sein, voilà, en termes de taux d'incidence de cancer du sein de stade 2 et plus à 4 ans, comparé au dépistage standard. Donc, en gros, les femmes qui rentrent dans l'étude sont randomisées en 2 bras, puis ensuite, donc le bras standard où elles vont continuer un dépistage tous les 4 ans, et si elles ont entre 40 et 50 ans, elles ne seront pas invitées avant la fin de l'étude. Et puis pour les autres, donc il y a à partir d'une enquête sur les antécédents, sur l'âge de la femme, la densité mammaire, et puis un test salivaire qui va rechercher des gènes, un polymorphisme de gènes qui peuvent augmenter le risque de cancer du sein. Elles vont avoir classé en 4 bras des femmes à risque très faible de cancer, des femmes à risque moyen, donc correspondant au dépistage tel qu'il existe actuellement, des femmes à risque élevé, des femmes à risque très élevé. Et donc, en fonction de leur niveau de risque, elles seront invitées à des fréquences différentes. Donc, faibles, elles seront invitées qu'au bout de 4 ans. Risque moyen, elles continueront une surveillance par mammo tous les 2 ans. Risque élevé, elles auront une surveillance annuelle. Et risque très élevé, elles auront une surveillance à la fois par mammo et IRM, plus ou moins écho. Enfin, dans les autres groupes, il peut y avoir aussi plus ou moins écho. Donc voilà, donc c'est vraiment une étude qui est très intéressante pour faire évoluer le dépistage en Europe. Et la difficulté, en fait, c'est qu'il y a un objectif d'inclusion qui est quand même très important, puisqu'il y a 85 000 femmes qui doivent rentrer dans l'étude, dont 20 000 en France. Or, à ce jour, ça fait 1 an et demi à peu près que l'inclusion a commencé. Alors, il y a eu la crise Covid qui n'a rien arrangé, mais il n'y a que 16 000 femmes incluses dans l'étude et que 6 169 en France, et dont 1 254 en Île-de-France. Les médecins investigateurs, il y en a en Île-de-France, il y a 54 généralistes, 16 gynécologues et 44 radiologues et 2 oncologues. En Essonne, on en avait 3. Il y en a une qui était une radiologue hospitalière qui, après le Covid, a arrêté parce qu'elle avait trop de travail, et 2 autres qui ont déménagé en dehors de l'Essonne. Ça, c'est même plus d'actualité. J'ai appris qu'elle avait déménagé, celle-là. Donc, on recherche donc, déjà, la durée d'inclusion de l'étude, normalement, ça devait s'arrêter à la fin de l'année. Ça a été reporté. On peut inclure des femmes encore jusqu'à mai 2022. Et il y a possibilité pour les médecins de devenir investigateurs, c'est-à-dire de s'occuper de l'inclusion des femmes dans l'étude. Donc, on recherche encore des médecins investigateurs. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir sur le site mypeps.union européenne. Si vous avez aussi, même si vous n'êtes pas médecin investigateur, des patientes qui pourraient être... Enfin, n'hésitez pas à parler de l'étude. Sur le site, elles peuvent voir les médecins, parce que le médecin qui les inclut dans l'étude n'est pas forcément leur médecin traitant. Donc, voilà, n'hésitez pas à en parler. Parce qu'il faut vraiment qu'on recrute plus de femmes si on veut que cette étude puisse montrer quelque chose. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Bernier. On va clôturer là. Si ça vous va, vous n'avez pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions des gens qui sont en ligne? Non. Merci beaucoup à tous. Merci. J'arrête la vidéo. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup.